Et si je vous disais que le meilleur aéroport du monde n'a pas encore fini de gagner? Singapour vient tout juste d'investir 7,5 milliards de dollars dans un pari qui pourrait redéfinir le transport aérien mondial à jamais. Nous sommes face à bien plus qu'une simple extension d'aéroport. Singapour est en train de réinventer ce qu'un aéroport peut être au XXIe siècle. Et s'ils ont raison, tous les autres aéroports de la planète vont soudainement sembler terriblement dépassés. Imaginez ceci, nous sommes en 2024, et alors que la plupart des aéroports cherchent encore comment gérer les voyages post-Covid, l'aéroport Changi de Singapour planifie déjà un monde où 8 milliards de personnes pourraient vouloir prendre l'avion. C'est le double du trafic aérien actuel. La plupart des gouvernements essaient de rattraper leur retard. Singapour, eux, ils jouent aux échecs pendant que les autres jouent aux dames. Singapour est une petite nation insulaire sans aucune ressource naturelle. Pas de pétrole, pas de vastes terres agricoles, pas de montagnes riches en minerais. Ce qu'ils ont, c'est l'emplacement. L'emplacement et encore l'emplacement, ainsi que la vision de transformer cela en l'aéroport le plus stratégiquement important de la planète. Le pari de 7,5 milliards de dollars de Singapour va bien au-delà de la simple gestion d'un plus grand nombre de passagers. Le véritable enjeu, c'est que Singapour cherche à se positionner comme le système nerveux central du transport aérien mondial pour les 50 prochaines années. Laissez-moi vous donner quelques chiffres qui expliquent pourquoi Singapour ne peut pas se permettre d'attendre. L'Association internationale du transport aérien prévoit que le trafic aérien en Asie-Pacifique va doubler d'ici 2040. Ne pas croître de 50%, pas d'augmentation de 80%, double. Nous parlons de 2,1 milliards de voyages de passagers supplémentaires chaque année. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Singapour se trouve au cœur du marché de l'aviation qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Tracez un cercle autour de Singapour avec un rayon de vol de 7 heures et vous aurez capturé 3,5 milliards de personnes, soit la moitié de la population mondiale. Bangkok, Kuala Lumpur, Jakarta, Manille, Mumbai, Pékin, Tokyo, elles sont toutes à portée de main. Mais Singapour n'est pas la seule à avoir cette opportunité. Dubaï vient d'ouvrir l'énorme extension de l'aéroport Al Maktoum. Hong Kong construit une troisième piste. Même des acteurs plus modestes comme la Malaisie modernisent l'aéroport international de Kuala Lumpur pour voler la vedette à Singapour. La concurrence devient féroce et Singapour en est bien consciente. Ratez cette fenêtre et ils pourraient voir des décennies de domination aérienne leur échapper au profit de concurrents moins chers et plus ambitieux. C'est pourquoi l'expansion de Changi va bien au-delà de l'ajout de portes d'embarquement et de pistes. Singapour construit quelque chose de si avancé, si intégré, si parfaitement conçu pour le voyage du futur qu'aucun concurrent ne pourra l'égaler pendant des décennies. Alors, que peut-on réellement acheter avec 7,5 milliards de dollars? Le Terminal 5 est la pièce maîtresse, et l'appeler simplement un terminal semble presque insultant. Ce bâtiment sera plus grand que 200 terrains de football. Pour vous donner une idée, on pourrait faire tenir la Singapore Flyer, le Marina Bay Sands et la moitié de Gardens by the Bay à l'intérieur de ce seul bâtiment. Mais la taille ne raconte qu'une partie de l'histoire. La véritable révolution, c'est l'intégration. Le Terminal 5 n'est pas seulement relié au métro de Singapour, il est pratiquement construit autour de celui-ci. Imaginez descendre d'un avion à Singapour et pouvoir prendre un train pour le centre-ville en moins de 20 minutes, ou pour la Malaisie en moins d'1 heure. C'est un changement radical pour les voyageurs d'affaires. Et puis il y a la piste 3, la plus longue piste d'atterrissage d'Asie du Sud-Est. Il ne s'agit pas seulement de gérer plus d'avions, mais de gérer les avions du futur. Les nouveaux Airbus A350-1000, les variantes du Boeing 777X et des appareils qui n'ont même pas encore été conçus. Mais voici l'élément qui montre comment Singapour réfléchit. Ils se préparent à accueillir des avions qui pourraient nécessiter des pistes de 15 000 pieds et transporter plus de 500 passagers. Ils construisent littéralement des infrastructures pour des avions qui n'existent pas encore. Parlons maintenant de ce qui rend ce terminal différent de tous les autres terminaux d'aéroports en forme de boîte dans lesquels vous avez déjà été coincé. Singapour appelle cela le design biophilique. En gros, ils font entrer la nature à l'intérieur. On parle de jardins intérieurs, de murs végétaux, de systèmes d'éclairage naturel qui s'ajustent tout au long de la journée, et même de cascades intérieures qui servent à la fois d'installations artistiques et de systèmes de purification de l'air. Mais il ne s'agit pas seulement d'être joli. Des études montrent que les environnements naturels réduisent le stress des passagers, améliorent la qualité de l'air et incitent même les gens à dépenser plus dans les boutiques de l'aéroport. Singapour ne construit pas seulement un bel aéroport, il crée une expérience psychologique qui garde les passagers heureux et leur portefeuille ouvert. Le génie dans tout ça? L'ensemble du terminal est modulaire. Vous vous souvenez du Covid? Vous souvenez-vous comment les aéroports ont dû être complètement restructurés du jour au lendemain? Le Terminal 5 est conçu de manière à ce que des sections entières puissent être reconfigurées, fermées ou réaffectées en quelques heures et non en quelques mois. Besoin de créer des zones d'isolement en cas de pandémie? Aucun problème.
Vous souhaitez développer vos achats hors taxes pendant les périodes de pointe des voyages? Facile. Besoin de convertir les zones passagers en zones de traitement du fret pendant une crise de la chaîne d'approvisionnement? Il vous couvre. C'est là que Singapour montre qu'il ne pense pas seulement à la prochaine décennie, mais qu'il pense au prochain siècle. L'ensemble du projet Changi East sera neutre en carbone d'ici 2030. Des panneaux solaires couvrant une surface équivalente à 200 terrains de football. Des systèmes de récupération des eaux de pluie capables de fournir 30% des besoins en eau de l'aéroport. Une ventilation intelligente qui ajuste le flux d'air en fonction de la densité des passagers et des conditions météorologiques. La véritable innovation réside dans l'expérience passager. Des systèmes biométriques qui vous reconnaissent du moment où vous entrez dans l'aéroport jusqu'à l'embarquement dans votre avion. Plus de cartes d'embarquement, plus de files d'attente à la sécurité, plus besoin de chercher son passeport au contrôle des frontières. Votre visage devient à la fois votre billet, votre pièce d'identité et votre carte d'embarquement. Singapour élimine en fait tous les points de friction qui rendent le voyage en avion désagréable. Toute la magie de l'expérience passager repose sur une infrastructure irréprochable en coulisses. La troisième piste offre bien plus que de la longueur, elle apporte de l'intelligence. Des capteurs intégrés surveillent tout, de la température de la surface aux conditions de vent, en temps réel. Les avions peuvent atterrir et décoller dans des conditions météorologiques qui forceraient à la fermeture de la plupart des autres aéroports. Le réseau souterrain raconte une histoire encore plus impressionnante. 40 km de tunnels relient les installations de fret, les hangars de maintenance, les systèmes de carburant et les terminaux passagers. Nous parlons ici d'efficacité, de sécurité et de résilience réunis dans un seul système gigantesque. En cas de menace pour la sécurité, de panne mécanique ou même de catastrophe naturelle, Singapour peut isoler, rediriger et maintenir ses opérations grâce à des systèmes dont la plupart des aéroports ne peuvent même pas rêver. Et voici un détail qui montre comment Singapour pense à l'avenir. Ils intègrent une capacité excédentaire dans tous les domaines. Les systèmes électriques peuvent supporter 150% de la demande prévue. Les réseaux de données peuvent traiter 3 fois le trafic numérique attendu. Les systèmes de fret peuvent accueillir des avions 50% plus grands que les plus gros appareils actuels. En parlant de fret, parlons de la raison pour laquelle cette expansion ne concerne pas seulement les passagers. La capacité de traitement du fret de Singapour passe de 3 millions de tonnes par an à 5,4 millions de tonnes. Voici ce que cela signifie concrètement. Singapour devient l'entrepôt Amazon de l'Asie. Réfléchissez-y. La moitié de la population mondiale vit à moins de 7 heures de vol de Singapour. Si vous êtes une entreprise qui doit distribuer des produits à travers l'Asie, avoir votre hub régional à Changi signifie que vous pouvez atteindre des milliards de clients plus rapidement que depuis n'importe quel autre endroit sur Terre. Singapour adopte une approche totalement différente. Ils construisent des installations de fret ainsi qu'un véritable écosystème aérospatial, des centres de maintenance pour les avions de nouvelle génération, des centres de formation pour les pilotes et les techniciens, des laboratoires de recherche et développement pour la technologie aéronautique. Des entreprises comme Rolls-Royce, Airbus et Boeing installent déjà d'importantes opérations autour de Changi. Singapour crée une cité de l'aviation qui pourrait employer des centaines de milliers de personnes, bien au-delà d'une simple extension d'aéroport. Alors, comment financer un pari de 7,5 milliards de dollars sur l'avenir? Singapour dévoile une stratégie de financement brillante. Il s'appuie sur bien plus que de l'argent public. Le groupe aéroportuaire de Changi finance environ 60% du projet grâce à des obligations adossées aux revenus, empruntant en quelque sorte sur les bénéfices futurs de l'aéroport. Les compagnies aériennes contribuent par le biais des frais d'atterrissage et d'accords à long terme. Même des entreprises privées investissent en échange de contrats exclusifs de vente et de services. Singapour a créé un écosystème commercial où chacun a des intérêts en jeu, bien au-delà du financement traditionnel des infrastructures. Le calendrier? La première phase ouvrira en 2030 avec une exploitation complète prévue pour 2035. Voici ce qui est fascinant. Le Covid a en réalité aidé le projet. Les retards causés par la pandémie ont obligé Singapour à repenser des systèmes majeurs en intégrant les leçons tirées de la pire perturbation du transport aérien de l'histoire. Le résultat? Le Terminal 5 sera le premier terminal aéroportuaire conçu dès le départ pour résister aux pandémies, aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement et aux changements opérationnels rapides. Soyons totalement honnêtes. Nous faisons face à un pari colossal et les risques sont bien réels. Premièrement, il y a le défi environnemental. Singapour crée littéralement de nouvelles terres par remblaiement pour construire cette extension. Écosystème marin, qualité de l'air, pollution sonore. Singapour parie qu'ils peuvent gérer ces impacts sans détruire ce qui rend leur nation insulaire attractive à la base. Deuxièmement, les risques d'ingénierie sont énormes. Singapour est situé sur de l'argile marine molle, ce qui rend la construction de structures massives incroyablement difficile.
Ils sont en train de construire en somme un aéroport de la taille d'une ville sur ce qui s'apparente à des sables mouvants sophistiqués. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, il paraît que les gens voudront encore voyager en avion en 2040. Et si la réalité virtuelle rendait les voyages d'affaires obsolètes? Et si les préoccupations climatiques clouaient au sol la moitié des vols mondiaux? Et si une nouvelle pandémie rendait les voyages internationaux durablement restrictifs? Singapour mise 7,5 milliards de dollars sur le fait qu'aucun de ces scénarios ne mettra fin à l'aviation mondiale. C'est un pari qui pourrait définir l'avenir économique du pays pour des générations. Maintenant, si Singapour réussit ce pari, la récompense pourrait être extraordinaire. Des estimations prudentes suggèrent que l'expansion créera 50 000 emplois directs et 200 000 emplois indirects. Les revenus du tourisme pourraient augmenter de 40%. Les investissements étrangers à Singapour pourraient doubler, les entreprises choisissant Singapour comme siège asiatique précisément grâce à la connectivité de Changi. Cependant, le véritable enjeu est la domination stratégique à long terme. D'ici 2040, Singapour pourrait accueillir 140 millions de passagers par an, faisant de Changi l'aéroport le plus important du monde, tout simplement. Réfléchissez à ce que cela signifie. Chaque grande compagnie aérienne aura besoin de liaisons vers Singapour. Chaque entreprise mondiale voudra des connexions avec Singapour. Chaque touriste visitant l'Asie passera probablement par Singapour. Singapour a créé quelque chose qui va bien au-delà d'une simple extension d'aéroport. Ils construisent l'infrastructure nécessaire pour rester économiquement pertinents dans un monde où la géographie et les ressources naturelles comptent moins que la connectivité et le positionnement stratégique. Voici ce qui me fascine dans ce projet entier. Singapour fait le pari sur 50 ans que l'avenir de la mobilité humaine tournera toujours autour des aéroports. En 2080, lorsque vos petits-enfants voyageront à travers le monde, les aéroports qui auront encore du sens seront ceux construits avec ce genre de vision à long terme. Singapour ne fait pas qu'agrandir l'aéroport de Changi. Il crée un modèle de ce que peut être une infrastructure mondiale lorsqu'un pays décide de penser au-delà du prochain cycle électoral. Imagina un aeropuerto tan enorme que podría albergar 70 campos de fútbol en su interior, un lugar donde 400 aviones podrían estacionar al mismo tiempo. Esos son más aviones de los que la mayoría de los países tienen en toda su fuerza aérea. Dubái acaba de anunciar que va a construir exactamente eso, un aeropuerto de 35.000 millones de dólares que moverá a más personas que la población de naciones enteras. A principios de 2025, el gobernante de Dubái, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, se presentó ante el mundo y reveló algo que suena imposible. El nuevo aeropuerto internacional Al Maktoum no solo será el aeropuerto más grande del mundo, sino que será más grande que los 5 aeropuertos más grandes siguientes juntos. Pongamos eso en perspectiva. Hartsfield-Jackson, en Atlanta, actualmente el aeropuerto más transitado del mundo, maneja alrededor de 107 millones de pasajeros al año. El nuevo aeropuerto de Dubái está diseñado para 260 millones de pasajeros anualmente. Eso es como mover a toda la población de Indonesia a través de un solo edificio cada año. 400 puertas de embarque, 5 pistas de aterrizaje, un complejo terminal tan enorme que se extiende por un área equivalente a 70 kilómetros cuadrados. Eso es más grande que toda la isla de Manhattan. El precio, 35.000 millones de dólares. Para entender lo asombroso que es ese número, considera esto. Es más que el PIB de 100 países. Es suficiente dinero para construir 15 Burj Khalifas, el edificio más alto del mundo, y es 3 veces lo que costó construir todo el aeropuerto internacional de Hong Kong. Pero el jeque Mohammed no dudó. Anunció el proyecto con absoluta confianza, declarando que Dubái se convertiría en el aeropuerto más grande del mundo para viajeros internacionales y carga. La mayoría de la gente escucha estos números y piensa, eso es impresionante, pero la verdadera pregunta no es sobre el tamaño o el costo. La verdadera pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué una ciudad de 3,6 millones de personas necesitaría un aeropuerto que pueda manejar 260 millones de pasajeros? ¿Por qué ahora y por qué están dispuestos a apostar 35.000 millones de dólares en este único proyecto? Toma un globo terráqueo. Ahora dibuja un círculo con Dubái en el centro que alcance 4.000 millas en todas las direcciones. Acabas de cubrir 2/3 de la población mundial, Londres, Moscú, Bombay, Singapur, Nairobi, todos a un solo vuelo desde Dubái. Esto no es una coincidencia, esta es toda la estrategia. Dubái se encuentra en el cruce perfecto de caminos. Está exactamente a mitad de camino entre Europa y Asia. Es la parada natural para cualquiera que viaje de Occidente a Oriente. Cuando alguien en Londres quiere volar a Bangkok o cuando alguien en Frankfurt se dirige a Singapur, Dubái está justo en el medio. Esto es lo que la mayoría de la gente no entiende sobre la aviación moderna. Las aerolíneas no ganan su verdadero dinero llevando personas directamente del punto A al punto B. Lo ganan conectando pasajeros.
Piénsalo como un intercambio de autopistas. Los intercambios más concurridos y rentables no están al principio ni al final de los trayectos. Están en el medio, donde convergen múltiples rutas. Dubái se dio cuenta de esto hace décadas. Emirates, la aerolínea insignia de Dubái, construyó todo un imperio sobre este modelo. No solo llevan personas a Dubái, sino que las llevan a través de Dubái. Alguien que viaja de Manchester a Melbourne hace escala en Dubái. Alguien que va de Johannesburgo a Yakarta conecta en Dubái. El aeropuerto se convierte en un enorme centro donde pasajeros de cientos de ciudades convergen, se mezclan y se redistribuyen hacia cientos de otros destinos. El Aeropuerto Internacional de Dubái, su aeropuerto principal actual, ya maneja más de 85 millones de pasajeros al año, lo que lo convierte en uno de los aeropuertos más transitados del mundo para viajeros internacionales. Pero aquí está el problema, está completamente saturado. Las terminales están llenas, las pistas están operando a máxima capacidad. Literalmente no hay espacio para crecer y el crecimiento lo es todo en el modelo de Dubái. Pero hay otro factor que impulsa esta urgencia, la competencia. Arabia Saudita acaba de anunciar que invertirá $100.000 millones en su propio sector de aviación. Están construyendo un nuevo aeropuerto enorme en Riad, diseñado para manejar 185 millones de pasajeros. Qatar sigue expandiendo el aeropuerto internacional Hamad. Abu Dhabi, literalmente al lado de Dubái, está mejorando sus instalaciones. Y Estambul se ha estado posicionando agresivamente como el puente entre Europa y Asia, con sus propias ambiciones de mega hub. La región está entrando en una carrera armamentista de aeropuertos y Dubái sabe que en esta carrera, si no creces, mueres. Esto es algo que sorprende a la mayoría de la gente. Los aeropuertos no obtienen la mayor parte de su dinero de las aerolíneas. De hecho, las tarifas que las aerolíneas pagan por aterrizar, estacionar y usar las puertas a menudo apenas cubren los costos operativos de los aeropuertos. Entonces, ¿de dónde viene el dinero real? De todo lo demás. Si caminas hoy por el Aeropuerto Internacional de Dubái, notarás algo. Se siente menos como un aeropuerto y más como un centro comercial de lujo que casualmente tiene aviones. Boutiques de Rolex, tiendas de Hermès, secciones enteras dedicadas a electrónica de alta gama, perfumes y oro. Esto es intencional. Los aeropuertos de Dubái generan más ingresos por pasajero en ventas minoristas que casi cualquier aeropuerto del mundo. Cuando tienes a millones de personas con horas por matar antes de sus vuelos de conexión, muchos de ellos viajeros internacionales adinerados, tienes una audiencia cautiva con tarjetas de crédito listas. El aeropuerto actual genera más de $1.000 millones al año, solo en compras libres de impuestos. Las autoridades de Dubái estiman que el nuevo aeropuerto, con 3 veces la capacidad de pasajeros, podría generar entre 3 y 4.000 millones de dólares al año solo en ventas minoristas, aunque estas proyecciones dependerán de la construcción final y de los patrones reales de tráfico de pasajeros. Pero la economía va aún más allá. Los aeropuertos no existen en aislamiento, crean valor para todo lo que los rodea. Surgen hoteles en las cercanías, emergen parques empresariales, las empresas de logística instalan centros de distribución, zonas económicas enteras se desarrollan alrededor de los principales centros de aviación. Dubái conoce este modelo a la perfección. Mira lo que sucedió alrededor del Aeropuerto Internacional de Dubái. La zona se transformó en un enorme distrito empresarial y residencial valorado en decenas de miles de millones de dólares. El Aeropuerto Internacional Al Maktoum se encuentra en el sur de Dubái, en un distrito planificado específicamente para convertirse en una aerotrópolis, es decir, una ciudad entera construida alrededor del aeropuerto. Según los planes oficiales, el desarrollo incluye 140 millones de pies cuadrados de espacio industrial, parques empresariales diseñados para 500.000 empleados, distritos residenciales planificados para cientos de miles de personas y centros logísticos que convertirán a Dubái en un supercentro global de carga. Estas son las proyecciones de las autoridades de Dubái y el cronograma y la escala reales se ajustarán a medida que el proyecto evolucione. Pero el propio aeropuerto podría costar $35.000 millones, mientras que el desarrollo inmobiliario total a su alrededor podría generar cientos de miles de millones en valor durante los próximos 30 años. Hay otro elemento que la mayoría de la gente pasa por alto: la carga. Mientras todos se enfocan en los pasajeros, Dubái también está posicionando este aeropuerto para convertirse en uno de los 3 principales centros de carga del mundo. ¿Por qué es esto importante? Porque el mercado global de carga aérea está explotando. El comercio electrónico significa que hay más productos volando entre continentes que nunca antes. Las empresas necesitan mover mercancías rápidamente desde fábricas en Asia hasta clientes en Europa, América y África. Dubái, ubicado en el centro geográfico de estas rutas comerciales, puede convertirse en el centro de clasificación del comercio global. El nuevo aeropuerto tendrá capacidad para 12 millones de toneladas de carga al año.
A las tasas actuales, eso equivale a más de 50.000 millones de dólares en mercancías que pasan por Dubái cada año. Pero hablemos de lo que podría salir mal, porque construir el aeropuerto más grande del mundo es una cosa. Llenarlo de pasajeros es algo completamente diferente. Dubái tiene una relación complicada con la deuda. En 2009, el Emirato estuvo a punto de quebrar durante la crisis financiera global. El gobierno se había endeudado fuertemente para financiar sus enormes proyectos de construcción, y cuando la economía colapsó, Dubái no pudo pagar sus cuentas. Abu Dhabi tuvo que intervenir con un rescate de 20.000 millones de dólares. Ahora, Dubái está emprendiendo otro proyecto gigantesco. Aunque el gobierno no ha revelado exactamente cómo se financiará esto, los proyectos de infraestructura de esta magnitud suelen implicar un endeudamiento significativo. La pregunta es, ¿puede Dubái generar suficientes ingresos para pagar esta deuda? Incluso si el aeropuerto alcanza su objetivo de 260 millones de pasajeros, lo cual probablemente no sucederá en al menos 15 a 20 años, e incluso si genera sólidos ingresos por ventas minoristas y carga, la recuperación de una inversión de 35.000 millones de dólares toma décadas. Luego hay algo aún más grande, el cambio climático y el futuro de la aviación. El mundo está cada vez más enfocado en reducir las emisiones de carbono. Volar es una de las actividades más intensivas en carbono que una persona puede realizar. Varios países europeos ya están limitando los vuelos de corta distancia. Existe una presión creciente para imponer impuestos al carbono en la aviación. Dubái afirma que el nuevo aeropuerto incorporará sistemas de energía verde y logrará la certificación LEED Oro en sus diseños. Hablan de energía solar, sistemas de refrigeración eficientes y prácticas de construcción sostenibles. Pero el desafío fundamental sigue siendo que un aeropuerto diseñado para manejar 260 millones de pasajeros al año implica cientos de millones de toneladas de emisiones de carbono provenientes de las operaciones aéreas. El impacto ambiental a largo plazo de un centro de aviación tan masivo sigue siendo un tema de intenso debate. Toda la estrategia de Dubái parte de la suposición de que los viajes aéreos globales seguirán creciendo de manera dramática. Pero ¿qué pasa si no es así? ¿Qué sucede si las regulaciones ambientales, los costos del carbono o el cambio en las actitudes de los consumidores ralentizan el crecimiento de los vuelos? Un aeropuerto de 35.000 millones de dólares construido para 260 millones de pasajeros se convierte en un problema muy costoso si solo llegan 150 millones. También hay que considerar la tecnología. La realidad virtual está mejorando. La videoconferencia mejoró drásticamente durante la pandemia. Parte de los viajes de negocios, que históricamente han sido una fuente enorme de ingresos para las aerolíneas, podrían no volver nunca a los niveles previos a la pandemia. Y mirando más allá, ¿qué pasaría si tecnologías como las redes de trenes de alta velocidad en Asia o incluso ideas más especulativas como los sistemas Hyperloop comienzan a reemplazar algunos vuelos regionales? ¿Recuerdas a esos competidores que mencionamos? No van a desaparecer. Arabia Saudita tiene prácticamente dinero ilimitado gracias a sus reservas de petróleo y está intentando desesperadamente diversificar su economía. Están dispuestos a perder dinero durante años para convertir Riad en un gran centro de conexiones. Turkish Airlines está expandiendo Estambul para convertirlo en un mega hub con ventajas geográficas similares a Dubái. La ciudad se extiende entre Europa y Asia, ofreciendo una conectividad comparable. Qatar sigue invirtiendo miles de millones en el aeropuerto internacional Hamad de Doha. Abu Dhabi, literalmente al lado de Dubái, está mejorando sus instalaciones y respaldando a Etihad Airways con recursos significativos. Puede que el mercado no sea lo suficientemente grande para las ambiciones de todos. Cuando Riad, Estambul, Doha, Abu Dhabi y Dubái compiten por los mismos pasajeros en conexión que vuelan entre Europa, Asia y África, alguien va a perder. Pero aquí está el asunto con Dubái. La gente ha estado apostando en su contra durante 30 años y ellos siguen demostrando que los escépticos están equivocados. En los años 90, los expertos decían que Emirates Airline fracasaría. Decían que nadie volaría a través de una ciudad desértica sin ninguna conexión histórica con la aviación global. Ahora, Emirates es una de las aerolíneas más grandes y rentables del mundo. Cuando Dubái anunció los planes para el Burj Khalifa, la gente lo llamó un proyecto de vanidad que nunca sería financieramente viable. Hoy en día, es un ícono que genera un enorme valor para la marca de Dubái y su industria turística. Dubai Marina, la Palm Jumeirah, el Dubai Mall, todos los grandes proyectos enfrentaron escepticismo. Muchos tuvieron éxito más allá de lo esperado. Aquí hay algo más en juego. Dubái no tiene la riqueza petrolera de Abu Dhabi o Arabia Saudita. Tiene que crear valor a través de la innovación, la ambición y la toma de riesgos. El Emirato se ha transformado de un pequeño puerto comercial a una ciudad global en solo 50 años, una de las transformaciones urbanas más rápidas de la historia humana.
Este aeropuerto no se trata solo de mover pasajeros, se trata de asegurar la relevancia de Dubái para los próximos 50 años. Se trata de crear hechos sobre el terreno, una infraestructura masiva que obliga a aerolíneas, empresas y viajeros a orientarse en torno a Dubái. Y aquí hay un dato que respalda su apuesta. La clase media global está explotando. En el año 2000, alrededor de 1.000 millones de personas en todo el mundo eran de clase media. Para 2030, se proyecta que ese número alcance los 5.000 millones. La mayor parte de ese crecimiento está ocurriendo en Asia y África, exactamente las regiones que Dubái conecta. A medida que cientos de millones de indios, indonesios, africanos y otros ingresen a la clase media, querrán viajar, querrán conocer el mundo. Dubái se está posicionando para ser su puerta de entrada. También hay un momento estratégico. La mayoría de los aeropuertos tardan de 10 a 15 años desde su anuncio hasta estar completamente operativos. Al actuar ahora, Dubái asegura una enorme ventaja de ser el primero en moverse. Para cuando el aeropuerto de Riad en Arabia Saudita esté completamente operativo, el nuevo aeropuerto de Dubái ya estará captando cuota de mercado, estableciendo alianzas con aerolíneas y construyendo los efectos de red que hacen exitosos a los centros de conexión. En la aviación, estas ventajas se multiplican. Las aerolíneas quieren volar a donde ya vuelan otras aerolíneas, porque eso crea más opciones de conexión para los pasajeros. Los pasajeros quieren volar a través de centros con muchas opciones. Es un ciclo que se refuerza a sí mismo. Así que de esto se trata realmente. Dubái está apostando 35.000 millones de dólares a que el mundo seguirá globalizándose, que la gente seguirá volando, que conectar a través de hubs sigue siendo la forma más eficiente de mover masas de personas entre continentes. Apuestan a que la geografía sigue importando en un mundo cada vez más digital, que el mapa, esos círculos de 4.000 millas que conectan a 2/3 de la humanidad, les da una ventaja inigualable. Apuestan a que pueden construirlo más rápido, más grande y mejor que cualquier otro, y que para cuando los competidores en Riad, Estambul, Doha y Abu Dhabi los alcancen, Dubái ya habrá ganado. Pero esto también revela algo crucial sobre cómo se construye el futuro. No se construye jugando a lo seguro. Se construye gracias a ciudades y países dispuestos a apostar sumas enormes por una visión de lo que viene después. Imagina esto, estás de pie sobre un asfalto tan caliente que literalmente podría cocinar un huevo. El aire vibra a 54 grados Celsius. Esos son 129 grados Fahrenheit. Tu teléfono se apaga por sobrecalentamiento. Esto no es un páramo post-apocalíptico. Esto es Kuwait en verano. Y justo en medio de este infierno desértico, ingenieros están construyendo algo imposible, una terminal de aeropuerto de 4.300 millones de dólares diseñada para recibir a 25 millones de pasajeros al año. Kuwait ostenta un récord aterrador. En 2016, las temperaturas alcanzaron los 54 grados Celsius, la tercera temperatura más alta jamás registrada en la Tierra. No es un error tipográfico. Estamos hablando de un calor tan intenso que el asfalto se derrite, los tableros de los autos se deforman y la supervivencia humana se convierte en un reto de ingeniería diario. Solo en 2021, Kuwait soportó 19 días por encima de los 50 grados Celsius. Piensa en eso, 19 días en los que salir al exterior podría literalmente matarte. Sin embargo, en medio de este entorno hostil, la gigante constructora turca Limak está construyendo lo que podría ser el proyecto aeroportuario más desafiante del mundo. Esto no es simplemente otra expansión de aeropuerto, es una reinvención completa de cómo pueden funcionar las estructuras masivas en condiciones de calor extremo. La terminal abarcará 1,2 kilómetros a lo largo de cada una de sus 3 alas. Eso equivale aproximadamente a 12 campos de fútbol de construcción, todo diseñado para mantenerse fresco cuando el mundo exterior se convierte en un horno. Aquí es donde se pone interesante. Mientras que la mayoría de los edificios en climas cálidos dependen de sistemas de aire acondicionado que consumen mucha energía, el aeropuerto de Kuwait está innovando con algo diferente, la ingeniería de masa térmica. Toda la estructura utiliza más de 1 millón de metros cúbicos de concreto, suficiente para llenar 400 piscinas olímpicas. Cada uno de los 804 elementos prefabricados de concreto pesa entre 200 y 360 toneladas. Estos enormes componentes no son solo estructurales, son sistemas de control climático disfrazados de arquitectura. Durante los días implacables de Kuwait, el concreto absorbe el calor lentamente, manteniéndose más fresco que el aire exterior. Por la noche, cuando las temperaturas bajan, libera ese calor almacenado de forma gradual, creando una barrera natural de temperatura. El propio proceso de instalación es una maravilla de la ingeniería. 9 grúas sobre orugas, con capacidades de elevación que van desde 600 hasta 1.600 toneladas, trabajan las 24 horas del día.
En un país donde la construcción diurna está prohibida durante los meses de verano por la seguridad de los trabajadores, todo el proyecto opera bajo un horario nocturno cuidadosamente coordinado. Foster Plus Partners, los arquitectos detrás de la sede de Apple, diseñaron algo sin precedentes para el área de recogida de equipaje, cascadas de enfriamiento. Imagina caminar por un aeropuerto donde las cascadas crean microclimas dentro del edificio. Estas no son características decorativas, son sistemas de enfriamiento sofisticados que utilizan la evaporación para reducir la temperatura local hasta en 10 grados Celsius. Los elementos de agua cumplen múltiples funciones. Aumentan la humedad en el aire seco del desierto, haciendo que el espacio sea más cómodo para los pulmones humanos. Crean iones negativos que mejoran la calidad del aire. Y lo que es crucial, proporcionan alivio psicológico. El sonido y la vista del agua fluyendo engañan a tu cerebro, haciéndote sentir más fresco. Sobre tu cabeza se extiende lo que podría ser el techo de aeropuerto más sofisticado del mundo. No es solo una cubierta, es un sistema de recolección solar y desvío de calor de 300.000 metros cuadrados. 8.000 tragaluces están estratégicamente posicionados para filtrar la luz del día mientras bloquean la radiación solar directa. Los paneles fotovoltaicos que cubren el techo generan suficiente electricidad para abastecer a una pequeña ciudad. Pero aquí está la parte genial. No solo están generando energía, también están creando sombra. Los paneles bloquean los rayos más intensos del sol mientras los convierten en electricidad, creando un doble beneficio que es revolucionario en el diseño para climas cálidos. La forma del techo en sí está inspirada en los tradicionales barcos dhow de vela de Kuwait. Esas líneas curvas y fluidas no son solo estéticas, son aerodinámicas. Están diseñadas para canalizar los vientos calientes del desierto hacia arriba y por encima del edificio, creando un efecto de enfriamiento natural que reduce la carga sobre los sistemas mecánicos. Cada aspecto de esta terminal está diseñado en torno a un principio central: mantener a las personas vivas y cómodas en un calor letal. El atrio central se eleva a 25 metros de altura. Eso equivale a un edificio de 8 pisos, creando un efecto de chimenea natural que extrae el aire caliente hacia arriba y hacia afuera. El diseño de trébol de la terminal no es aleatorio. Esas 3 alas simétricas crean múltiples microclimas dentro del edificio. Cada ala puede ser controlada climáticamente de manera independiente, permitiendo que diferentes áreas se adapten a las distintas cargas de pasajeros y condiciones externas. Las distancias a pie se minimizan porque cada paso extra en un calor extremo es una cuestión de supervivencia. La caminata más larga desde el centro de la terminal hasta cualquier puerta está diseñada para no tomar más de 8 minutos, algo crucial cuando las temperaturas exteriores pueden causar un golpe de calor en cuestión de minutos. Debajo de la terminal se encuentra un mundo oculto, el sistema de manejo de equipaje más avanzado del mundo, diseñado para soportar el calor extremo. 6 kilómetros de cintas transportadoras operan en túneles con control climático. El sistema puede procesar 2.930 maletas por hora. Pero aquí está la parte crucial. Lo hace manteniendo temperaturas que no dañan los dispositivos electrónicos ni derriten los componentes plásticos del equipaje. La red subterránea incluye sistemas de energía de respaldo, refrigeración redundante e incluso rutas de escape para los trabajadores de mantenimiento si las temperaturas en la superficie se vuelven demasiado peligrosas. Es esencialmente una ciudad subterránea diseñada para mantener el aeropuerto en funcionamiento incluso cuando la superficie se vuelve inhabitable. Construir este aeropuerto requirió resolver problemas que no existen en ningún otro lugar del mundo. El concreto debe verterse durante la estrecha ventana entre la medianoche y el amanecer. Durante los meses de verano, la construcción durante el día es literalmente imposible. Los trabajadores morirían por exposición al calor. La cuadrilla de construcción opera como una unidad militar. Los turnos nocturnos comienzan a las 10:00 p.m., cuando las temperaturas bajan a unos manejables 40 grados Celsius. A las 6:00 a.m., cuando sale el sol, todo el trabajo al aire libre se detiene. Las herramientas se guardan en contenedores con control de clima porque el equipo de metal dejado al sol se vuelve demasiado caliente para manipularlo. El almacenamiento de materiales es un desafío en sí mismo. Las barras de refuerzo de acero se expanden y contraen de manera tan drástica debido a los cambios de temperatura que fue necesario diseñar juntas especiales para acomodar ese movimiento. Los camiones mezcladores de concreto requieren un aislamiento especial para evitar que el concreto fragüe antes de llegar al sitio de vertido. Aquí está la ironía que desafía la lógica. Este aeropuerto, construido en uno de los lugares más calurosos del mundo, tiene como objetivo obtener la certificación LEED Oro, el estándar ambiental más alto para edificios. Está diseñado para ser la primera terminal de pasajeros del mundo en alcanzar este nivel de acreditación ambiental.
El consumo de energía está cuidadosamente equilibrado. Si bien los sistemas de refrigeración requieren una enorme cantidad de energía, los paneles solares y las características de diseño eficiente buscan que el edificio sea casi energéticamente neutro. Durante los meses de verano más intensos, el aeropuerto consumirá tanta electricidad como una ciudad pequeña, pero también generará una parte significativa de esa energía a partir de sus propios sistemas solares. Lo que está ocurriendo en Kuwait es más grande que un solo aeropuerto. A medida que el cambio climático eleva las temperaturas globales, las soluciones de ingeniería que se están desarrollando aquí se convertirán en modelos para la arquitectura de supervivencia en todo el mundo. Las técnicas de masa térmica que se están perfeccionando podrían revolucionar la construcción en climas cálidos, desde Phoenix hasta Dubái. Los sistemas de cascada de enfriamiento podrían adaptarse para hospitales, escuelas y edificios residenciales. Los métodos de integración solar podrían transformar la manera en que concebimos energía renovable en los edificios. Más allá de las maravillas de la ingeniería, este proyecto representa algo profundo sobre determinación humana. En un lugar donde las temperaturas veraniegas superan regularmente los límites de supervivencia para los seres humanos, miles de trabajadores están creando algo que servirá a millones de viajeros durante las próximas décadas. La fuerza laboral de la construcción opera en condiciones que serían consideradas tortura en la mayoría de las partes del mundo y sin embargo, no solo están sobreviviendo, están creando historia arquitectónica. El proyecto requiere equipos de protección especializados, trajes de enfriamiento y monitoreo médico que parecen sacados de un programa espacial. El cronograma original preveía la finalización para 2022, pero construir en un calor extremo significa que los retrasos son inevitables. Las fallas de equipos por estrés térmico, las horas de trabajo limitadas y el enorme desafío físico de trabajar en tales condiciones han retrasado la finalización hasta 2024 y más allá. Cada día de retraso cuesta millones, pero apresurarse en estas condiciones no solo es costoso, es mortal. Los gerentes del proyecto han tenido que replantear por completo la programación de la construcción, los protocolos de seguridad para los trabajadores y las medidas de control de calidad. La gestión tradicional de la construcción no funciona cuando tu sitio de obra se vuelve regularmente inhabitable. Este aeropuerto es una declaración de ambición nacional. Kuwait se está posicionando como un actor importante en la aviación global, compitiendo directamente con Dubái y Qatar por el dominio del transporte aéreo en Oriente Medio. La inversión de $4.300 millones representa uno de los proyectos de infraestructura más grandes en la historia de Kuwait. Es una apuesta a que el país puede superar sus desafíos geográficos y convertirse en un importante centro de tránsito que conecte Asia, Europa y África. El éxito o fracaso del aeropuerto tendrá implicaciones que irán mucho más allá de las fronteras de Kuwait. El aeropuerto incorpora modelado de información de construcción a una escala nunca antes intentada. Toda la estructura existe como un gemelo digital, lo que permite a los ingenieros simular todo, desde el estrés estructural hasta el rendimiento térmico, antes de verter un solo bloque de concreto. Los sistemas inteligentes del edificio monitorean todo, desde la calidad del aire hasta el movimiento estructural. Sensores distribuidos por el edificio dan retroalimentación sobre cómo responde la estructura a temperaturas extremas, generando datos útiles para futuros proyectos de construcción en climas cálidos en todo el mundo. Au large des côtes de la Chine, des ingénieurs réalisent quelque chose qui semble impossible. Ils construisent une île de toutes pièces au beau milieu de l'océan. Et pas n'importe quelle île, une île assez grande pour accueillir l'un des plus grands aéroports du monde. Une fois terminée, elle couvrira l'équivalent de 2800 terrains de football et transportera chaque année plus de personnes qu'une ville entière. Voici l'aéroport international de la baie de Jinju à Dalian, et la raison de son existence pourrait bien vous surprendre. Laissez-moi vous décrire ce qui se passe en ce moment à Dalian. Il y a 3 ans, au large de la côte nord-est de la Chine, il n'y avait rien d'autre que la mer à perte de vue. Aujourd'hui, une masse terrestre de la taille de Manhattan émerge de l'eau. 20 km² de nouvelles terres, entièrement construits à partir du fond de l'océan. C'est l'équivalent de 3500 terrains de football ou d'une ville entière aplatie, puis reconstruite sur l'eau. Et la Chine n'a pas découvert cette terre. Ils l'ont créée. Du sable, de la roche et de l'acier, formant une île là où il n'y en avait jamais eu. Pour comprendre l'ampleur de ce projet, pensez à l'aéroport international de Hong Kong, autrefois qualifié de miracle d'ingénierie. Celui-ci sera encore plus grand que l'aéroport du Kansai au Japon, construit sur une île artificielle dans la baie d'Osaka. Encore plus petit, ce que la Chine construit à Dalian fait paraître les 2 autres comme de simples essais. Mais la taille n'est qu'un début. Lorsqu'il ouvrira, l'aéroport disposera de 4 pistes opérationnelles, ce qui signifie que 4 avions pourront atterrir ou décoller en même temps.
Coordonner cela, c'est comme diriger 4 orchestres simultanément. Sauf qu'ici, chaque musicien est un avion transportant des centaines de personnes, et ils anticipent déjà l'avenir. L'île dispose d'espace pour s'agrandir si la demande augmente. Le terminal, à lui seul, couvrira 900 000 mètres carrés. Cela représente 200 terrains de football sous un même toit. Marcher d'un bout à l'autre donnera l'impression de faire la moitié d'un marathon. On pourrait y installer plus de 100 piscines olympiques. Il est également conçu pour l'Airbus A380, le plus grand avion de ligne du monde. La plupart des aéroports ont du mal à l'accueillir. Celui-ci a été construit autour de lui. Lorsque la première phase ouvrira, on s'attend à ce qu'il accueille 43 millions de passagers par an, soit plus que la population totale du Canada. Mais ce n'est qu'un début. Une fois entièrement achevé, l'objectif est d'atteindre 80 millions de passagers et 1 million de tonnes de fret chaque année. Cela représente 220 000 personnes transitant par l'aéroport chaque jour, soit l'équivalent d'une ville de taille moyenne passant par une seule île. Et dire qu'il y a seulement quelques années, il n'y avait rien ici. Rien d'autre que de l'eau. Alors voici la question qui devrait vous stupéfier en ce moment. Comment construit-on réellement une île dans l'océan? On ne peut pas simplement verser du béton dans l'eau et s'arrêter là. L'océan ne fonctionne pas comme ça. Les vagues, les courants, les tempêtes, les tremblements de terre. Tous ces éléments essaient constamment de reprendre ce que vous construisez. Ce que fait la Chine s'appelle la poldérisation. Mais c'est un terme poli pour désigner un processus d'ingénierie absolument brutal. D'abord, ils doivent étudier le fond de l'océan. Les ingénieurs envoient des équipements sonars pour cartographier chaque centimètre du fond marin à la recherche de la base la plus stable possible. Ils vérifient la géologie, la profondeur de l'eau, les courants, tout. Une seule erreur ici, et toute l'île pourrait s'enfoncer ou se déplacer avec le temps. Une fois qu'ils trouvent l'endroit idéal, le vrai travail commence. D'énormes navires de dragage interviennent. Ce ne sont pas des bateaux ordinaires. Pensez à eux comme à d'immenses aspirateurs flottant de la taille d'immeubles de bureaux. Ils aspirent des millions de tonnes de sable et des sédiments provenant de parties plus profondes du fond marin. Vient ensuite le processus de remblayage. Ce sable et ces sédiments sont pompés à travers d'énormes tuyaux et déposés à des endroits précis. Couche par couche, ils élèvent littéralement le fond de l'océan jusqu'à ce qu'il émerge à la surface. Mais on ne peut pas simplement empiler du sable et appeler ça de la terre. L'eau l'emporterait en quelques semaines. Ils construisent donc d'immenses digues tout autour en utilisant d'énormes rochers et des blocs de béton. Certains de ces blocs pèsent autant qu'une voiture. Ils sont déposés à leur place pour former une barrière capable de résister aux typhons et aux vagues de tempête. Ensuite, ils compactent le terrain. Des engins lourds passent dessus des milliers de fois, l'écrasant, le rendant suffisamment stable pour supporter le poids des pistes, des terminaux et, à terme, de millions de personnes. Les défis d'ingénierie sont vertigineux. Dalian se trouve dans une région qui connaît des hivers rigoureux. La mer gèle, donc l'île doit être construite pour résister à l'expansion et à la contraction de la glace. Elle se trouve dans une zone sismique, donc la fondation doit être flexible. Des structures rigides se fissureraient et s'effondreraient. Et il y a le problème de l'eau salée. L'eau salée corrode tout. L'acier, le béton, l'électronique. Tout se dégrade plus vite près de l'océan. Chaque matériau utilisé doit être spécialement traité ou conçu pour résister à la corrosion pendant des décennies. La Chine perfectionne cette technologie depuis des années. Ils ont construit des îles artificielles en mer de Chine méridionale, étendu leur littoral dans plusieurs villes et construit plusieurs aéroports en mer. Chaque projet leur a appris quelque chose de nouveau. Dalian rassemble ensuite toutes ses connaissances dans un seul méga-projet. Mais voici ce qui rend cela différent d'une simple démonstration de compétences en ingénierie. L'emplacement compte. Et l'emplacement de Dalian? C'est tout. Prenez une carte et regardez attentivement Dalian. Elle se trouve à l'extrémité de la péninsule du Liaodong, s'avançant dans la mer Jaune. À l'est se trouve la Corée du Sud. Au nord-est, le Japon. Et au nord, l'extrême orient russe. Dalian est un point pivot stratégique entre 3 des plus grandes économies du monde. L'Asie du Nord-Est est l'une des zones économiques les plus puissantes de la planète. À quelques centaines de kilomètres à la ronde, on trouve la Chine, le Japon et la Corée du Sud, ainsi que le port russe de Vladivostok, formant un dense cluster de commerce, d'industrie et d'innovation. Mais la Chine a rencontré ici un problème, la connectivité. La plupart de ses portes d'entrée mondiale se trouvent bien plus au sud.
Pendant ce temps, le nord-est, autrefois cœur industriel de la Chine, a été laissé pour compte. Cette région a construit les usines, aciéries et chantiers navals du pays. Mais à mesure que la Chine s'est tournée vers la technologie et les services, de nombreuses villes ont décliné et les jeunes sont partis. Les investissements ont suivi. Dalian a fait exception. Son port en eau profonde lui assure la prospérité, mais ses infrastructures l'ont freiné. L'aéroport actuel est trop petit, trop vieux et ne peut pas gérer le trafic nécessaire pour faire de Dalian un véritable hub régional. Alors la Chine s'est posé une question simple. Et si Dalian devenait la porte d'entrée aérienne de toute l'Asie du Nord-Est? Réfléchissez à cela. Aujourd'hui, les vols entre le nord-est de la Chine, la Corée du Sud, le Japon et la Russie passent souvent par Pékin, Séoul ou Tokyo, ce qui ajoute du temps, des coûts et de la complexité. Mais un nouvel aéroport géant, spécialement conçu à Dalian, pourrait tout changer. Des liaisons directes, des voyages plus rapides, des prix plus bas, plus d'affaires, plus de tourisme, plus d'échanges. Et pour la Chine, ce n'est pas seulement une question de commodité, c'est une question de stratégie. Pékin veut tisser l'Asie du Nord-Est en un seul réseau économique avec elle-même en son centre. Pour cela, il lui faut des infrastructures qui rendent la Chine indispensable à ses voisins. C'est de cela qu'il s'agit vraiment dans ce projet. Il ne s'agit pas seulement de construire des pistes sur des terres gagnées sur la mer. Il s'agit de revendiquer une place sur la carte régionale qu'on ne peut pas ignorer. Au XXIe siècle, on ne gagne pas la partie de la géographie en possédant la terre. On la gagne en construisant les connexions, les ports, les chemins de fer et les aéroports qui donnent de l'importance à votre emplacement. Parlons maintenant de la partie dont tout le monde chuchote, mais que peu de gens expliquent clairement. Combien cela coûte-t-il réellement et pourquoi la Chine est-elle prête à dépenser autant? Construire une île artificielle dans l'océan et y installer un méga aéroport n'est pas bon marché. Les estimations pour des projets de ce type varient généralement entre 10 et 15 milliards de dollars pour la construction initiale. Mais l'investissement total, incluant les raccordements aux infrastructures, les installations de soutien et le développement à long terme, pourrait facilement dépasser les 40 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie. Ce n'est pas une faute de frappe. 40 milliards de dollars. Pour mettre cela en perspective, c'est plus que le PIB de pays entiers comme l'Islande ou la Jamaïque. C'est une somme suffisante pour construire 40 grands hôpitaux ou financer le budget annuel d'un petit pays. Alors pourquoi la Chine ferait-elle cela? La réponse simple, parce qu'ils peuvent voir 20 ans à l'avance. Et ce qu'ils voient en vaut la peine. Voici comment la Chine conçoit les infrastructures. En Occident, en particulier aux États-Unis, les projets d'infrastructures sont analysés à travers des calculs immédiats de coûts et de bénéfices. Combien cela va-t-il coûter? À quelle vitesse verrons-nous des retours? Quelle est la marge bénéficiaire? La Chine ne pense pas de cette façon. Elle raisonne en termes de positionnement stratégique et d'effets de réseau à long terme. Un aéroport n'est pas seulement un bâtiment où les avions atterrissent. C'est un catalyseur. Il crée des emplois. D'abord des emplois dans la construction, puis des postes permanents pour des dizaines de milliers de personnes qui font fonctionner l'aéroport. Compagnies aériennes, opérations de fret, hôtels, restaurants. Chacun de ces travailleurs dépense de l'argent dans l'économie locale. Cela attire des investissements. Les entreprises veulent s'implanter près des grands aéroports, des installations de fabrication, des centres logistiques, des parcs technologiques. Ils se regroupent tous autour des infrastructures aéronautiques. Parce que cela facilite le déplacement des biens et des personnes, cela fait grimper la valeur des propriétés. Les terrains autour des nouveaux aéroports prennent généralement beaucoup de valeur. Le gouvernement chinois, qui contrôle une grande partie des terres, peut capter cette plus-value. Et puis il y a l'aspect du fret. 1 million de tonnes de fret par an, ce n'est pas seulement des boîtes qui circulent. Le fait que Dalian devienne un centre logistique pour toute la région signifie que des produits électroniques de grande valeur venant du Japon, des pièces automobiles de Corée, des ressources de Russie, des produits finis de Chine, transitent tous par un point centralisé. Contrôler la logistique, contrôler le commerce, contrôler le commerce, contrôler les relations économiques. Il y a aussi un élément de fierté nationale qui est difficile à quantifier, mais impossible à ignorer. La Chine construit des projets comme celui-ci en partie parce qu'elle en a les moyens et en partie parce que cela envoie un message. Nous ne faisons plus que rattraper l'Occident. Nous le dépassons. Mais voici la question qui dérange. Et si cela ne fonctionnait pas? L'histoire est jonchée de méga-projets qui ont échoué. Des aéroports qui n'ont jamais atteint leur capacité.
Des îles qui se sont érodées, des milliards dépensés dans des infrastructures qui se sont retrouvées sous-utilisées. La Chine elle-même en a des exemples. Des villes fantômes en Mongolie intérieure, des lignes de train à grande vitesse qui circulent presque à vide, d'immenses ponts reliant des endroits où peu de gens voyagent réellement. Cet aéroport pourrait-il devenir un nouvel éléphant blanc? Pourrait-il rester là, beau et moderne, avec des pistes résonnant du vide? C'est possible. Mais voici pourquoi la Chine parie que cela n'arrivera pas. La Chine a tiré des leçons de ses erreurs et elle applique ses enseignements à Dalian. D'abord, ils construisent cela en plusieurs phases. La première phase est en fait prévue pour ouvrir aux alentours de 2026. C'est pour très bientôt. L'achèvement complet avec toutes les installations opérationnelles est prévu pour 2035. L'aéroport n'ouvrirait pas soudainement avec une capacité de 80 millions de passagers. La première phase vise 43 millions. C'est ambitieux mais réalisable, selon les tendances actuelles des déplacements régionaux et les projections de croissance. Maintenant, voici un rappel à la réalité. Les projets de poldérisation en Chine ont déjà connu des retards par le passé. Le calendrier de construction a déjà été repoussé par rapport aux estimations initiales. Construire une île dans l'océan ne suit pas des plannings précis. La météo, les défis d'ingénierie et les complications imprévues surviennent. Donc, même si 2026 est l'objectif pour le début des opérations, les retards font partie du jeu pour des projets aussi complexes. Si la demande augmente, ils agrandissent. Si ce n'est pas le cas, ils mettent en pause. C'est en fait une planification intelligente. Deuxièmement, ils relient cet aéroport à tout le reste. Des liaisons ferroviaires à grande vitesse sont déjà en préparation. Les autoroutes sont en cours d'élargissement. Le port est en train d'être modernisé. Ils ne construisent pas un méga-projet isolé. Ils construisent un réseau de transport avec l'aéroport comme pièce maîtresse. Troisièmement, le timing compte. Le trafic aérien en Asie a connu une croissance plus rapide que presque partout ailleurs dans le monde. Oui, il y a eu des perturbations, mais la tendance à long terme est claire. De plus en plus de personnes prennent l'avion, de plus en plus de marchandises sont transportées par voie aérienne et les infrastructures doivent suivre le rythme. D'ici l'achèvement complet dans les années 2030, la classe moyenne chinoise comptera des centaines de millions de personnes de plus qu'aujourd'hui. Plus de revenus disponibles signifie plus de voyages, plus d'entreprises signifie plus de marchandises. La demande, de ce point de vue, semble solide. Quatrièmement, et c'est crucial, la Chine a la volonté politique et la capacité financière de faire aboutir ce projet, même s'il n'est pas immédiatement rentable. Ils peuvent fonctionner à perte pendant des années si nécessaire, en subventionnant les opérations jusqu'à ce que l'aéroport atteigne une masse critique. Les démocraties occidentales ne peuvent souvent pas se le permettre, car les électeurs et les investisseurs s'impatientent. La Chine n'a pas cette contrainte. Et enfin, il y a l'aspect géopolitique. Si les tensions dans la région venaient à s'apaiser, si les barrières commerciales tombaient, si les relations politiques s'amélioraient, la position géographique de Dalian deviendrait encore plus précieuse. Un aéroport conçu pour l'intégration régionale est un pari sur la paix et la coopération. Si ce pari s'avère payant, les retours pourraient être astronomiques. Mais même si les tensions persistent, la Chine en tire profit. Ils ont modernisé leurs infrastructures dans le nord-est, créé de l'activité économique dans une région en difficulté et démontré une capacité technologique qui intimide les concurrents et attire des partenaires. Alors, qu'observons-nous vraiment ici? En surface, c'est un aéroport sur une île artificielle. Une prouesse d'ingénierie impressionnante, une échelle massive et un coût faramineux. Mais si l'on prend du recul, c'est quelque chose de plus grand. Un pays qui remodèle sa géographie pour transformer son économie. Créer de la terre là où il n'y en avait pas. Établir des connexions là où il n'y avait que des obstacles. L'aéroport de la baie de Dalian-Jinzhou n'est pas seulement du béton et de l'acier. C'est une déclaration d'ambition et de vision à long terme. Est-ce que cela va fonctionner? Est-ce que ces avions décolleront à l'heure prévue? Ou bien les retards mettront-ils cette ambition à l'épreuve? Personne ne le sait vraiment. Si vous trouvez audacieux de construire un aéroport sur une île pour transformer le commerce, attendez de voir ce que la Chine prépare ensuite. Ils tracent une autoroute en plein cœur de l'Himalaya, reliant la Chine au Népal et l'amenant jusqu'aux portes de l'Inde. Ce n'est pas seulement de l'ingénierie, c'est une stratégie à l'échelle mondiale. Cliquez sur « Regarder la suite » pour voir cette vidéo. Merci d'avoir regardé.